Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là pour ce premier webinaire organisé par le groupe GSP. J'espère que vous allez pouvoir trouver les réponses aux questions que vous vous posez, que vous allez retrouver, on va dire, un intérêt de façon à ce que vous puissiez éventuellement suivre nos prochaines sessions. Effectivement, c'est tout un ensemble de soirées qui seront organisées par le groupe GSP, donc de la PEP, et qui devraient apporter des réponses aux uns et aux autres. En tout cas, je remercie le groupe d'avoir organisé ce point-là, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente réunion. Et je vous dis à très bientôt. Isabelle, si tu veux. Alors, je me permets juste 2 petites minutes. Le groupe GSP, Groupe Santé Prévention, en fin de compte, est une entité qui a toute sa place au sein de notre mouvement de fédération de parents d'élèves. Donc ça, c'est très important. Et la seconde chose qui est très importante de ce groupe GSP, c'est qu'effectivement, il met en place des webinaires. Donc, vous aurez de plus en plus accès à ces dates-là, puisqu'ils sont pleins d'idées. Et donc, du coup, il faut juste trouver à caler des dates de façon à ce que tout le monde puisse en profiter et que c'est ouvert à tous les parents, c'est-à-dire nos adhérents, mais aussi tous les autres parents d'élèves qui sont en France, j'ai envie de dire en France et en Navarre. Donc, bonne soirée et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes, j'ai envie de dire. Donc, du coup, ne restez pas sur vos interrogations. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président national. Merci, Madame la Secrétaire générale. Voilà, le groupe Santé Prévention a effectivement plein d'idées, de webinaires, de colloques, de newsletters, d'informations. Si vous avez un thème particulier ou un souci particulier, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail qu'on vous a communiquée, l'adresse générale du groupe Santé national. On s'efforcera de vous répondre ou de vous diriger sur le référent départemental. Et je laisse la parole à Marie-Françoise Vitran pour ce premier webinaire. Et voilà, donc on a mis effectivement sur le handicap, les troubles d'apprentissage. Et apparemment, ce n'est pas seulement 10, mais on a mis 10, parce que ce qui est le plus connu. Mais on va vous parler des troubles d'apprentissage en général. Et toutes les questions, donc je noterai les questions et on fera une réponse plutôt en fin, plutôt que d'interrompre Marie-Françoise. Merci à tous et bonne soirée. Donc voilà, bonsoir. Donc Marie-Françoise Vitran, je suis du département du Nord. Je suis parent d'enfants. Donc j'ai 5 enfants porteurs de troubles des apprentissages. Donc j'ai une profession, effectivement, je me suis formée, je me suis surformée pour pouvoir accompagner mes enfants, mais aussi en faire aider les autres enfants. Je n'ai pas la science infuse, parce qu'il n'y a pas une seule réponse. La réponse ne peut pas être unique puisque l'enfant, c'est un enfant dans sa globalité avec sa famille que nous devons apprendre, enfin qu'on doit comprendre pour pouvoir l'aider. Donc aujourd'hui, au sein de la PEP, nous sommes toute une équipe. Donc ça, vous l'avez vu, une équipe, je dirais, où on se pose beaucoup de questions pour amener chaque jeune au plus près de sa réussite avec ses parents, puisqu'il est très important que nous sommes d'abord une association de parents. Donc, le premier slide, c'est une citation d'Albert Jacquard pour moi qui me porte forcément, et aussi mon souhait pour tous les enfants. Donc, on en a parlé déjà, il y a des lois, des décrets, des circulaires. Donc, une loi déclarée, c'est applicable. Une circulaire, c'est souvent interne à l'éducation nationale, comme le PAP. On en a, elles sont écrites, elles sont très bien écrites, mais encore plus qu'hier, les parents et les professeurs sont démunis. On a en données chiffrées, donc ça ce sont des données que vous retrouvez sur l'INSEE, nous avons 5% de la population, soit environ 400 000 enfants scolarisés, ce qui donne 4 enfants par classe qui sont en situation de handicap. 45% de ces enfants ont redoublé, 33% de ces enfants ont un bilan psychométrique, donc les tests d'intelligence supérieurs à 130 et ils sont en échec. En 3e, dans ces enfants-là, nous avons des enfants qui sont en phobie scolaire et ils sont déscolarisés. 50% de ceux avec un QI supérieur à 140, c'est beaucoup. Quand on revoit, ça veut dire qu'on a 2 enfants sur classe dont l'école ne correspond pas du tout. Et nous en avons 20% qui sont arrêtés avant le bac.
17% font des études médiocres. Alors, des études médiocres, ce n'est pas un CAP. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont peut-être passé un bac, qui sont allés à l'université, qui ont changé de voie, qui ont rechangé de voie parce qu'ils n'ont jamais travaillé leur projet d'orientation. Donc, nous, parents, comment on voit? Souvent, il a du mal à aller au bout de son activité, il a des troubles du sommeil, il n'arrive pas, par exemple, à lasser ses chaussures. À la maison, il est heureux de vivre. Pourtant, à l'école, dès qu'il y a le mot école qui arrive, on voit que ça bloque, on ne comprend pas. Souvent, on rencontre notre médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ce n'est pas grave, il faut attendre le déclic. À l'école, nous avons, et ça c'est valable pour quand on a des signes de phobie scolaire qui commencent, un mal-être, l'enfant qui au départ pouvait avoir un graphisme à peu près correct commence à écrire de plus en plus mal, c'est-à-dire on va penser qu'il n'est pas soigné. Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment un mal-être. Tout ça, ce sont des signes. Et souvent, ces signes, les enseignants, nous parents, nous les voyons, mais nous n'arrivons pas à mettre un mot dessus. Le regard des proches, parce que quand c'est comme ça, nous nous tournons vers nos amis, nos familles, nos parents. Nous avons souvent, c'est pas grave, tu le protèges trop. Ne t'inquiète pas, il est encore petit, il va y arriver. Nous avons tous entendu ça. Le regard des enseignants, il est immature. Bon, je crois qu'on va tous reconnaître, il est paresseux, il n'écoute pas, il est rêveur, il n'apprend pas ses leçons. Ses résultats sont catastrophiques. Il ne s'applique pas, il fiche le bazar dans la cour, il fait trop de fautes, il ne progresse pas. Donc, et pourtant, l'enseignant essaye, mais il ne comprend pas non plus. Et là, il y a une confusion qui se produit souvent entre les parents, les enseignants. On voit qu'il est intelligent, il pourrait apprendre et pourtant l'attendu n'est pas là. Mais on se dit, ça bloque. Mais pourquoi ça bloque? Donc, des fois, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça bloque jusqu'à l'université. Hier, j'étais sur une conférence avec des étudiantes qui nous expliquaient qu'ils avaient fait un mémoire en orthophonie sur l'université de Picardie et ils avaient encore dépisté cette année des enfants qui sont passés comme ça, donc des étudiants adultes qui sont passés à travers les mailles du filet. Bon an, mal an, mais ils y sont arrivés et pourtant, quand on les écoute, toute la scolarité, c'était pas génial, quoi. Ils étaient en souffrance. Donc, vous avez l'enfant en classe, donc c'est un peu simplé comme image, mais ça parle, hein, et on les retrouve, ces enfants-là, dans les conseils de discipline, notamment, ou dans les recours disciplinaires quand les parents cherchent à avoir de l'aide. Donc, on a un enfant qui perd pied. C'est très dur d'être en échec, de ne pas faire plaisir à son enseignant, à ses parents. C'est très dur pour l'enfant. Il perd confiance en lui. Son image s'abîme. Donc, il a plusieurs solutions. Donc, il perd pied, bien sûr, il coule. Donc, il a des postures. Donc, soit il va s'éteindre dans le fond de la classe, ça sera l'enfant qu'on ne va pas entendre. Donc, il ne va pas poser de problème. Ou celui qui va faire la posture de clown. Ou celui qui, effectivement, va être super infernal en classe, au risque d'être exclu définitivement de l'école. Et là, nous retrouvons aussi des enfants polyexclus. Ou le trouble un trouble d'apprentissage, peu importe, parce que là, on est plus axé sur le trouble d'apprentissage, mais ça peut être un autre trouble, comme on parlait de l'audition, c'est exactement la même chose. Donc ces enfants cherchent, ce sont des appels au secours, ce qu'ils font là, c'est dire « aidez-moi, je ne comprends pas, je ne vais pas bien ». Mais effectivement, nous, les adultes, on s'est tourné déjà vers beaucoup de monde et on n'a pas de solution. Donc, on pense vraiment que c'est une attitude déviante de l'enfant, mais ce n'est pas le cas. Cette attitude, un enfant qui est jeune, mais on imagine au lycée. Au lycée, ça ne fait pas de cadeau. Ce sont des enfants qui sont exclus de leur cursus de baccalauréat. Donc, tout le temps, la scolarité, les inquiétudes, ça se confirme, les troubles s'accentuent. Donc, l'acquisition de la lecture, elle est très lente. Ça peut être l'écriture, ça peut être avoir du mal à se situer dans l'espace, dans le temps. On a des cahiers raturés. Donc là, nous avons l'image d'un jeune enfant, mais nous avons exactement la même chose pour le lycéen ou l'étudiant. C'est exactement la même façon d'être. Et il a du mal à vivre et surtout, il s'éteint. Nous, les parents, et moi j'ai été la première, j'ai été maltraitante avec mes enfants, surtout avec l'aîné, parce que je ne savais pas, je pensais qu'il le faisait exprès. Donc effectivement, qu'est-ce que j'ai fait? Très scolairement, le soir, c'était matraquage scolaire. On refaisait les dictées, on essayait de lui faire recopier, on lui donnait des professeurs en plus, on demandait... Je me suis fâchée, bien sûr, je me suis fâchée comme beaucoup, donc j'ai eu une attitude maltraitante parce que moi, personne ne m'avait expliqué. Donc, étant très scolaire dans mon enfance, j'avais un enfant carrément fuyant devant moi. Quand il revenait et qu'il avait
50 fautes à sa dictée, il avait 0. Quand je lui disais oui, mais tu as 0, mais il me disait mais maman, avant j'avais 75 fautes, je n'en fais plus que 50. Pour moi, il se fichait de moi. Mais non, ce n'était pas ça du tout. C'était un trouble qui n'était toujours pas diagnostiqué. Donc effectivement, là c'était important. C'est vrai qu'on parle de cancre, mais il faut savoir que le cancre, il a une très mauvaise estime de lui au départ. Il ne le fait pas exprès parce qu'un enfant a envie de faire quoi? De faire plaisir à ses parents, à ses enseignants. Donc le jeune à la maison, il n'a plus confiance ni en lui, ni en soi, souvent en situation de maltraitance, parfois physique, mais toujours morale. Un enfant, quand on lui dit « tu es nul », ça l'abîme. Donc pourquoi est-ce difficile? Donc ça, c'est une étude du CEDA qui est malheureusement assez vieille, de 2010. Depuis, ils n'en ont pas ressorti. Parce que l'échec scolaire en France, ça touche des enfants, beaucoup d'enfants, et sans que l'enfant n'ait pu consulter qui que ce soit. Le drame, c'est que les parents ne sont pas informés, ni les enseignants, ni les médecins scolaires ne reçoivent une formation sur ces sujets et sur certains sujets. Et dedans, aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup le déficit de l'attention, l'hyperactivité, la dyslexie un peu moins, ça commence à prendre forme, et l'autisme en fait. Donc aujourd'hui, le trouble de l'attention est pour les parents un véritable parcours du combattant, parce que ces enfants-là qu'on pense agités, souvent on les confond avec des enfants qui n'ont pas de cadre éducatif, mais c'est faux, ce sont des enfants dont les parents sont là à côté, mais simplement les parents n'ont pas trouvé le médecin, n'ont pas trouvé la bonne équipe. Donc pourquoi il est important que nous, la PEP, les parents de la PEP, nous collaborions avec l'école? Parce que nous sommes premiers éducateurs de nos enfants. Souvent, les enseignants disent « mais où sont les parents ?» puisque nous disons « premier éducateur ». Nous, on est là, il n'y a pas de problème. Simplement, il faut que tout le monde prenne conscience que nous ne sommes pas toujours informés, que c'est un véritable parcours du combattant, chaque année, à chaque rentrée scolaire, qui s'impose. Et pour nous, c'est très dur aussi de trouver des professionnels de santé. Il faut à peu près 18 mois aujourd'hui pour avoir un bilan pluridisciplinaire complet avec une restitution écrite. Et il est encore plus difficile de trouver quelqu'un qui vienne expliquer aux enseignants parce que nous, parents, nous sommes de bonne volonté, mais comme nous sommes les parents de nos enfants, nous sommes très très peu écoutés parce que justement, nous sommes les parents. Donc c'est là aussi qu'il est important d'être accompagné d'un parent, puisque je vais parler de la PEP, parce que nous sommes l'interface. Nous pouvons être l'interface entre les parents et les enseignants. Et ça passe très bien. Les enseignants sont là aussi, mais les enseignants sont des parents aussi comme nous, et ils sont aussi démunis que nous. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes tous sur la même ligne. Nous devons avancer ensemble autour d'un jeune pour le faire émerger. Les objectifs. Les objectifs, aujourd'hui pour nous, c'est de partager nos préoccupations, d'informer les parents pour mieux comprendre et permettre de nous dire, être entendus dans nos questions, nos interrogations, nos angoisses, sortir de la solitude et parfois de la honte de son échec scolaire et plus rarement social. Il faut savoir que c'est très dur d'avoir un enfant en échec scolaire. Quand on va dans une réunion de famille ou avec des amis, c'est quelque chose qu'on n'ose pas toujours dire, en fait, parce que c'est très dur. Quand on a ses amis, moi, mon fils est premier, ma fille est première de classe, et nous, on se dit, non, c'est pas tout à fait ça. On est en train de se battre pour qu'il puisse doubler. On est en train de se battre justement pour qu'il ne soit pas renvoyé à l'école parce qu'il a un comportement inapproprié, mais ce n'est pas de sa faute. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mutualiser nos expériences. L'objectif avec la communauté éducative, nos parents, c'est de valoriser l'estime de soi. Pour les jeunes à besoins particuliers, bien sûr, mais aussi pour les enseignants. Parce que pour les enseignants qui mettent des choses en place pour un enfant, et des fois ils mettent des choses parce que ça a fonctionné pour l'enfant, un autre enfant, mais avec le nôtre, ça ne va pas fonctionner. Ils sont en échec. C'est aussi très dur pour les parents et pour les autres partenaires autour des jeunes. La personne a besoin éducatif, donc enfant, jeune ou adulte, parce que nos jeunes étudiants souvent sont adultes, ils sont toujours au cœur de nos réflexions et de nos actions. Les grandes lignes d'action, c'est concevoir, proposer des solutions pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, leur environnement scolaire et familial. C'est accepter qu'il ne soit jamais trop tard pour aider un enfant en grande dérive, trouble non pris en charge. Je vous parlais d'un qui rentre à l'université, qui était au bord du décrochage. Le fait qu'on puisse mettre un nom sur le trouble qui vient d'être diagnostiqué, c'est une bouffée d'oxygène. Ce jeune, il a 21 ans. Vous imaginez 21 ans à doubler, 21 ans à avoir peur de tous les ans de savoir s'il va passer, s'il va être admis ou non, s'il aura un 0, pas de 0. Voilà, donc ça, il n'est jamais trop tard.
Amener les parents à être aux côtés des enseignants sans honte ou gêne, parce que être parent d'un enfant en grande difficulté scolaire, ce n'est pas facile. Alimenter un centre de ressources pour tous et être force de proposition en respectant les limites de chacun. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je peux vous dire oui, ça va marcher parce que voilà, mais non, mais on a du temps. On a chacun son temps pour arriver et il faut savoir que parfois on entend des choses et on n'est pas prêt à les recevoir. Donc on a le droit de dire non. Ça ne me convient pas maintenant, mais ça pourra peut-être me convenir plus tard. Et ça, en tant que parent, c'est très important. Il faut toujours se faire confiance parce qu'au fond de vous, vous avez une petite, ce que j'appelle une petite lumière, quelque chose qui vous dit ça, c'est pas bon. Donc, même si les professionnels en face vous disent si, il faut le faire, si au fond de vous, il y a quelque chose qui vous retient, donnez-vous le temps, dites je reviendrai, je réfléchis, vous avez le droit de réfléchir avant de prendre une décision. Aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? Sincèrement, c'est la prise en charge morcelée. L'enfant n'est pas vu dans sa globalité, bilan, diagnostic, rééducation, scolarité et remédiation. Pourquoi je dis prise en charge morcelée? C'est parce que notre enfant, nous avons l'impression qu'il est coupé. Il est découpé, donc un petit peu en bilan, un petit peu en rééducation, un petit peu en scolarité. Il y a, à un moment donné, quand il n'y a pas de projet, que ce soit un PAI, un PPS, enfin tous les projets que vous voulez, ça les acronymes en France, on est très fort, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un jour, il y a un bilan où tous les partenaires se réunissent avec le jeune. Nous avons des moments clés dans une scolarité qui pose problème, c'est où le jeune peut décompenser, et ça c'est valable pour tous nos enfants qui ont un trouble ou un handicap, c'est le CE2, 6e, 4e, seconde. Ça s'explique très bien puisque à ces moments clés de la scolarité, ce sont des nouveaux objectifs et souvent des grands changements, c'est-à-dire on va changer d'établissement, on rajoute des matières scolaires et on change aussi d'objectifs et d'attendus. Nouvelle matière, donc forcément nouveau vocabulaire, des fois c'est très fatigant pour un enfant de savoir assimiler tout le nouveau vocabulaire. Alors, le trouble spécifique du langage et intellectuel, les enfants intellectuellement précoces, ce sont des faux ennemis. Un enfant précoce sur 4 est porteur d'un trouble des apprentissages. Un enfant sur 5 qui consulte pour une difficulté scolaire est un enfant avec un intellectuellement précoce ou porteur d'un trouble spécifique du langage. Bien entendu, tous les enfants qui ont des difficultés scolaires ne sont pas des enfants, ce qu'on appelle IP ou porteurs d'un trouble de langage. Et tous les enfants, mais par contre, tous les enfants IP 10 peuvent être des enfants heureux et qui réussissent à l'école. Il n'est jamais trop tard. Alors là, c'est là où on arrive sur le projet. Donc, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Ensemble d'études, bien sûr, positive. Quand je dis ensemble, c'est toute la communauté éducative avec le jeune au milieu. Positive, chaleureuse, accompagnante, stimulante, tolérante. Nous avons vu que ces enfants, tous les enfants, ont leur façon de vivre, de penser, de s'exprimer. Ils ont leur propre logique. Et nous, adultes, nous allons devoir les comprendre parce que c'est à nous, finalement, nous, adultes, de les comprendre. Nous allons devoir comprendre que les enfants porteurs d'une différence ne sont pas des enfants lents, mais qu'ils apprennent différemment. Leur quotient intellectuel varie de moyen à doué, c'est-à-dire que ce sont des enfants enseignables. Ils peuvent réussir à l'école. Quand nous avons des enfants plutôt porteurs de dyspraxie ou qui ont des troubles moteurs, la rature n'est pas une preuve de négligence, mais une preuve de recherche. Ça, c'est très important de le garder en mémoire. Il va falloir créer un partenariat avec toute l'équipe autour de l'enfant et du jeune. Donc, effectivement, là, il y a beaucoup de monde. Souvent, un enfant n'a pas tout ce panel autour. Mais voilà, ça peut être l'enfant, toujours les parents, avec les enseignants, mais que les enseignants puissent aussi prendre appui sur l'ergothérapeute, l'orthophoniste, le psychomotricien, le médecin, le pédopsychiatre, en fait, tous les partenaires autour de ce jeune. Donc, quand on se réunit autour d'un jeune, il faut savoir ce qui est attendu. On ne peut pas demander, nous, à parents, de demander à un enseignant qu'il rééduque. Non, un enseignant ne rééduque pas. Une orthophoniste n'est pas un répétiteur scolaire. Quand on va voir un rééducateur, ce n'est pas pour faire du soutien scolaire. Nous, les parents, nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. C'est la plus belle place. Avec tous nos partenaires autour de ce jeune, le jeune pourra être acteur de son avenir et surtout nous, jeunes et parents, ferons confiance aux autres partenaires. Et c'est peut-être le plus difficile. Mais c'est aussi pour nous une opportunité parce que c'est la possibilité de garder confiance en nous, de garder nos valeurs éducatives, de savoir être parents et non pas super enseignant, super orthophoniste ou je ne sais quoi. Et c'est de
pouvoir comprendre et faire comprendre que notre enfant doit être pris dans sa globalité, mais pas avec sa particularité. Dédramatisons donc les besoins éducatifs particuliers larges. Donc souvent, nos enfants qui ont un trouble, que ce soit un trouble manuel, un trouble moteur, un trouble du langage, ils ont la pensée en arborescence, c'est-à-dire que ce sont des enfants intelligents, normalement intelligents, voire un peu plus intelligents. Ils peuvent avoir une pensée sans limite que l'on peut arrêter, avoir un défaut d'organisation séquentielle, des difficultés à sélectionner l'information pertinente. C'est-à-dire que dans leur cerveau, ça va très très vite. Et ça, il faut leur donner du temps après pour pouvoir le poser sur papier. Donc, ils ont une pensée divergente et créatrice d'une très très grande puissance. Parmi nos enfants, nous avons des enfants qui ont un raisonnement logico-mathématique atypique. C'est-à-dire, ils ont une intuition mathématique, ils voient, ils comprennent, ils le voient, mais ils n'accèdent pas du tout aux procédures de résolution et ils ne savent surtout pas justifier. Donc là, il est très important que nous, parents, quand on rencontre les enseignants, quand on est informé de ça, ou qu'on se fait accompagner du médecin, on puisse l'expliquer aux enseignants. Parce que quand on leur met 0 parce qu'ils n'ont pas su, je dirais, expliquer le raisonnement, c'est dommage parce qu'ils le savaient. C'est des enfants qui ont des fois besoin d'une précision absolue. Ce sont des enfants qui peuvent déranger. Ils peuvent pousser une discussion jusqu'au bout. Ils peuvent ne pas exécuter un ordre d'une consigne parce qu'ils ne l'ont pas compris. Et surtout quand ils ne comprennent pas le sens de ce qui est demandé. Ce sont des enfants aussi qui sont à fleur de peau, qui ne supportent pas l'injustice. Donc un camarade qui se fait, je dirais, punir et qui ne devrait pas, ce sont des enfants qui vont avoir ce regard dérangeant. Donc c'est des enfants qu'on peut retrouver parfois souvent punis, parfois mis à pied, où on retrouve aussi dans les commissions éducatives parce qu'ils ont été assez désagréables. Pendant toute la scolarité, devant nos enfants qui sont à fleur de peau, il est indispensable de préciser aux enseignants, et même pour nous d'ailleurs parents, de clairement expliciter ce qu'on attend, de préciser ce que l'on demande et sous quelle forme, d'explorer ce que l'enfant semble ne pas avoir compris, c'est-à-dire lui faire reformuler la question pour voir s'il a bien saisi. Donc la plus simple question, c'est est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux me réexpliquer ce que je t'ai demandé? Donc ces enfants qui ont la difficulté à structurer, donc de la compréhension à la justification et de la fulgurance à l'explication. Pour certains enfants, copier n'est pas si simple. Pour nous, copier, ça peut être très, très, très facile, mais simplement pour un jeune 10, et notamment les enfants dyslexiques, écrire le mot pli devient très compliqué parce qu'au tableau, en PLI, c'est simple. Mais par contre, ce que peut voir l'enfant, c'est BE, I ou EL. Ce qu'il va recopier, c'est DIL. Donc, nos enfants disent, bon, là, on n'est plus sur la dyslexie, donc effectivement, ils peuvent inverser le P, le D, enfin, c'est assez connu, mais c'est très important de le dire aux enseignants. Ce ne sont pas des problèmes d'inattention, c'est vraiment un réel trouble d'orientation spatiale. Il ne fait pas, c'est toujours, ce n'est pas involontaire. Alors, comment aider face aux sollicitations scolaires? Donc, on a bien compris l'importance du cadre, l'importance du mode d'emploi, l'importance de la structure. L'enfant a besoin d'un guide précis qui indique les différentes étapes du parcours pour réussir à l'école. Ce qui est très important, et ça c'est pour toutes les situations à besoin particuliers, un enfant, on va dire à un enfant, tu dois faire ça, oui ok, il va le faire, mais il ne va pas comprendre. Il faut vraiment l'aider. Et notamment aussi dans les aménagements qu'on va mettre en place pour lui, c'est très important qu'il soit acteur. Donc là, vous êtes en condition pour comprendre pourquoi un aménagement. Alors bien sûr, on peut faire des aménagements pour tout trouble, hein, les personnes malentendantes, les personnes malvoyantes, mais bon, ça sera pas simple. Là, c'est important de comprendre tous nos enfants ont des orthèses. Un aménagement pédagogique est une orthèse. Voilà comment un enfant 10 lit. Je vous laisse lire. Il y a véritablement un texte, hein. On vous le précise tout de suite, c'est pas un sous-de-coup. Oui. Hein. Il y a un véritable texte dans le pavé. Voilà, donc vous devez faire un exercice de mathématiques, en sachant que votre enfant peut être excellent en mathématiques, mais il a une difficulté de lire. Donc évidemment, l'enfant 10 qui n'a pas d'aménagement, c'est-à-dire qu'on ne lui lit pas la consigne, il a forcément 0, alors qu'il peut être très bon en calcul. Donc la réponse, c'était la diapo d'avant. Donc voilà, ça c'est la solution. Donc ça, ce sont des travaux qui viennent de Grenoble, du docteur Zorman à Grenoble. Ce n'est pas une production de parents.
c'est vraiment l'Université de Grenoble. Alors pourquoi sont-ils si fatigables? Souvent nos enfants, on les voit fatigués parce qu'ils se dépensent 3 à 4 fois plus d'attention et d'énergie pour parvenir au même résultat qu'un enfant qui est, je dirais, qui n'a pas de difficulté majeure. Donc forcément, quand il arrive, il est plus fatigué. Il ne sait pas aller au bout de son problème. Quelle question va se poser un jeune pour écrire le mot apporte? Donc ça, il faut le comprendre. C'est surtout pour la lenteur et comprendre pourquoi il faut l'aider. Un ormolecteur, il va simplement se poser la question, est-ce qu'il y a un P ou deux P? Donc en fait, s'il répond mal, ça va faire que un apporte avec un P simplement. Nous avons un jeune dyslexique qui va se poser plein de questions. Est-ce que c'est un P, un T? Est-ce qu'il y a un R? Est-ce qu'il y a deux T? Donc il se pose au moins 3 questions pour arriver à un seul mot, quoi. Donc apporte. Si le jeune donc dans les dyslexies, il y en a plusieurs. Donc il y a la phonologie et la visuelle. Le dyslexique visuel va se poser la question, est-ce que c'est un A ou un O? Est-ce qu'il y a un P ou un B? Est-ce qu'il y a un A plus un O? Et en plus, il va se dire, mais au fait, dans tout ça, où est-ce que je mets le R? Donc, il va se poser 4 questions. Tout ça pour porter simplement écrire le mot apporte. Que penser des ratures? Donc, pour moi, une rature, on parle bien des enfants qui ont une difficulté moteur ou autre, c'est un signe de recherche. Il faut savoir qu'elles sont le signe d'une réflexion, d'une autocorrection, et ça, c'est valable pour beaucoup, beaucoup de jeunes. Le jeune est attentif, il se contrôle, il voit qu'il a la volonté d'améliorer son travail, même si la correction, elle est fausse. Exemple, le mot bicyclette. Il va se poser plein de questions pour écrire le mot bicyclette. Où est-ce que je mets le Y? Est-ce qu'il y a 2 T, un T? Et à la fin, il se peut qu'après plein de ratures, finalement, il va mettre le mot vélo. Donc ça, c'est un signe plutôt d'intelligence. Ça veut dire qu'il a une flexibilité mentale et il se dit, bon, finalement, je ne sais pas écrire bicyclette, je vais écrire le mot vélo, au moins ça, je le contrôle. Donc, mais l'enseignant, lui, comment peut-il le voir? Il peut peut-être le voir de façon à se dire, mais ce jeune, il se fiche de moi. Donc, il est important de sensibiliser les enseignants et que les enseignants privilégient la qualité plutôt que le soin. Bien entendu, chaque année, nos enfants s'améliorent. Donc, on peut demander des améliorations progressives du soin, bien sûr. Et donc, voilà, ça, ce sont toutes des petites choses à savoir, à faire passer. Donc, on va arriver, effectivement, donc on parlait de nos enfants normalement intelligents. Donc, c'est quoi l'intelligence finalement? C'est une question, on dit toujours il est intelligent, mais c'est quoi? Nos enfants ont tous une pépite au fond d'eux. C'est à nous de les chercher et nous, parents, nous le savons. Nous connaissons nos enfants, nous savons qu'ils ont des points forts. C'est à nous de permettre aux enseignants de s'appuyer dessus. Donc effectivement, les intelligences multiples, on les connaît, c'est la mémoire verbale, la logico-mathématique, la mémoire musicale, la visuelle spatiale, l'intrapersonnel et l'interpersonnel. L'intrapersonnel est de plus en plus important dans le monde où nous vivons, la corporelle, la verbale, linguistique. Donc évidemment, nous voyons que comme nous avons des points forts, chaque cerveau est unique, donc il se développe selon une chronologie propre. Des cerveaux normaux peuvent avoir jusqu'à 3 ans d'écart dans le stade de développement. Un environnement familial et scolaire enrichi au cours des premières années peut favoriser la multiplication des connexions neuronales de l'enfant et l'aider à utiliser pleinement ses capacités mentales. D'où l'importance de développer justement tout ce qui est les jeux de société, tout ce qui est la lecture, tout ce qui est l'ouverture sur le monde, à la culture. L'infrastructure du cerveau se construit jusqu'à 25 ans, mais la capacité d'apprendre se poursuit jusqu'à la mort. On peut toujours apprendre. Les connexions, je dirais, notre cerveau est quelque chose de fantastique. Il met en route des dérivations pour arriver à être vraiment autonome. Il ne faut jamais baisser les bras, surtout pour nos enfants. Et ça, il faut leur dire, ils vont y arriver. Donc, notre cerveau est plus efficace si la personne n'est pas menacée et si elle apprend à gérer ses émotions. Une personne menacée, c'est l'enfant qui arrive en classe et qu'il n'est pas bien parce qu'il sait que son cartable n'est pas fait, parce que ses devoirs ne sont pas faits ou parce qu'il ne va pas savoir répondre à son interrogation. Donc là, il se sent menacé parce qu'il sait qu'il n'est pas, que la sanction peut tomber. Donc, il est plus efficace s'il y a de la couleur, évidemment, parce que le noir et le gris, c'est triste. S'il y a de la nouveauté, un enfant a toujours envie d'apprendre. S'il y a un défi,
Un défi, c'est pas un défi de notes, hein, c'est un autre défi, un défi de plaisir aussi, un défi de se dire, tiens, on ferait quelque chose à deux et on va y arriver. S'il y a du sens et de la pertinence, si le sommeil est de qualité, un enfant, il faut savoir que la nuit, le cerveau se régénère et les apprentissages se consolident aussi grâce au sommeil. Donc le sommeil doit vraiment être reposant. S'il est bien nourri, oxygène et de l'eau, s'il y a du mouvement, parce que le bien chez les enfants, pour tout le monde d'ailleurs. Donc selon toujours le Howard Gardner, l'intelligence porte sur la capacité à résoudre les problèmes de la vie courante, à créer des produits utiles, à trouver des formes, c'est-à-dire à introduire de nouvelles façons de faire, à organiser de façon nouvelle. Gardner parle d'intelligence multiple qui sont des faisceaux d'aptitudes ou de compétences. La théorie des IM est un modèle cognitif qui cherche à décrire comment les gens se servent de leur intelligence pour résoudre des problèmes, pour concevoir, pour créer. Donc, sur les intelligences, on parlait des intelligences multiples. On parle souvent des gens qui réussissent. Nous allons prendre par exemple Jules Verne. Jules Verne, il a écrit des superbes romans. Mais est-ce que Jules Verne aurait pu faire ce que, par exemple, Beethoven faisait? Je ne pense pas. Pourtant, ils sont aussi intelligents. Beethoven, c'est un génie de la musique, mais Beethoven aurait-il pu créer, par exemple, la télévision, les Frères Lumière? Non. Et pourtant, ce sont toutes des personnes que l'intelligence est vraiment un concept très, très particulier. Vous voyez Zidane qui tape dans un ballon, ça ne se fait pas tout seul. C'est que quand il voit le ballon arriver, très vite, il arrive à se positionner et avec le pied, il vise dans le but. Vous voyez, c'est une intelligence. Et là, c'est important que nous, parents, nous voyons les points forts de nos enfants. Alors, je ne dis pas que tous nos enfants seront des Beethoven, des Zidane, etc. Non, mais ils ont tous des points forts, ils ont tous une pépite, il faut vraiment qu'on aille les chercher et les découvrir. Donc effectivement, quand je parlais, c'est un peu ce que je disais, donc l'intrapersonnel permet d'entrer en relation avec les autres. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'empathie, c'est très important que nos enfants aient le souci des autres. Intrapersonnel permet d'orienter sa vie. Il est aussi important d'apprendre à nos enfants de mieux se connaître pour mieux s'orienter, parce qu'on dit toujours oui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais c'est comme quand on dit à un enfant apprends ta leçon, si on ne lui donne pas les clés, il ne peut pas le savoir. Linguistique permet de transmettre des connaissances et des sentiments. Logico-mathématique permet de mettre des relations en relation divers éléments d'information. La musicale permet d'entrer en relation avec les autres ou avec le monde au moyen des sons. Visio-spatial permet de percevoir le monde à travers des aspects visuels et dimensionnels. Kinesthésique permet d'établir les relations entre le corps et l'esprit. Donc ça, c'est un point aussi important à savoir quand un enfant bouge beaucoup, qui ne sait pas rester assis sur sa chaise, parfois, pour qu'il apprenne un cours, apprenne une leçon, il doit bouger. Et des fois, on peut très bien réciter des leçons en ayant fait le tour du jardin ou d'un lac ou en faisant autre chose. Naturalisme permet de comprendre l'environnement dans lequel l'homme évolue. Donc, nous arrivons au projet et donc là, on revient aux questions de départ. Donc, dans le bas, vous voyez bien, ça c'est le document EduScol, donc c'est le ministère de l'Éducation nationale. Les élèves 10, en fonction de leurs souhaits et de leurs besoins, donc en fonction du besoin et du souhait de la famille, peuvent relever soit d'un PAP ou soit d'un PPS. Une famille peut choisir un parent, premier éducateur, nous pouvons choisir, puisque c'est nous qui demandons les projets, nous pouvons demander soit un PAP, soit un PPS. Donc en fait, le PAP, c'est une circulaire interne à l'Éducation nationale qui permet de mettre en place des aménagements très rapidement. Le PPS, c'est un processus un peu plus complexe. Nous dépendons effectivement de la loi sur le handicap et de la MDPH. Donc vous avez le PAP et le PPS. Vous avez aussi le PPRE, c'est-à-dire qu'un enfant, quand le diagnostic n'est pas posé, quand on ne sait pas ce qui se passe, ça peut être une simple difficulté scolaire. L'enseignant voit le chef d'établissement ou le directeur d'école et ils peuvent mettre en place un PPRE. L'idéal est que les familles, que nous, parents, nous soyons informés, mais il faut le savoir que là, nous ne sommes pas toujours informés. Mais les enseignants ont vu quelque chose, ils essayent de mettre en place quelque chose. Le projet d'accueil individualisé, le PAI. Donc ça, c'est toujours mis en place quand l'enfant a un certificat médical, c'est pour l'enfant malade. Donc ça peut être toutes sortes de maladies ou une phobie scolaire.
Donc, c'est toujours ça se fait avec le médecin scolaire, le chef d'établissement et les parents. Donc, le PPS, c'est un peu plus compliqué. La famille saisit la MDPH, c'est-à-dire que vous prenez contact immédiatement avec l'enseignante référente. L'enseignant référent doit organiser une réunion avec tous les partenaires. Aujourd'hui, l'enseignant référent, selon les académies, on a une enseignante référente pour à peu près 800 dossiers. Donc, ça devient très compliqué, cette mise en relation avec tous les partenaires. Donc, c'est pour ça que le PAP est venu, pour soulager un peu, pour justement ne pas perdre de temps. Donc, le PAP, l'idéal est que le médecin scolaire soit présent, mais là encore, nous manquons de médecins scolaires, puisque nous avons un médecin scolaire pour 8000 à peu près lycéens et 7500 collégiens. Enfin, c'est à peu près par académie. Donc, vous comprenez que c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que nous, parents, nous devons pouvoir faire le relais, donc être présents, être à notre place de parents, mais vraiment se faire accompagner, quand c'est possible, d'un médecin, son médecin généraliste, de la personne qui rééduque l'enfant. Donc, ça peut être l'orthophoniste, ça peut être toute personne pouvant aider, ça peut être aussi votre référent GSP qui sera l'interface. Mais il est très important que vous signalez les points forts. Alors, les points forts, c'est pour que les enseignants puissent appuyer leur pédagogie sur les points forts de leurs enfants. Autrement, nos enfants sont toujours évalués sur les conséquences de leur situation de handicap et non sur leurs réelles connaissances et compétences. Ce n'est pas parce qu'un enfant a un trouble qu'il ne peut pas arriver en classe. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas aux enfants porteurs de lunettes de leur faire retirer leurs lunettes. Donc, pourtant, quand ils ont leurs lunettes, ils voient et ils y arrivent. Pour les autres troubles, c'est exactement pareil. Quand on parlait tout à l'heure, donc pour les troubles auditifs, il faut savoir que nous avons aussi encore aujourd'hui beaucoup d'enfants qui ne sont pas diagnostiqués et qui ne sont pas non plus appareillés. C'est très compliqué. Vous imaginez bien, avec la pandémie et les masques, ça n'a pas fait pour arranger les choses. Donc, il faut vraiment être soucieux de toutes nos particularités. Nous sommes tous avec des particularités. Et donc, lors de ces projets, alors peu importe que ce soit un PPS, un PAP, le principal est de répondre aux besoins éducatifs de nos enfants. Donc, lors de ces projets, autour du jaune, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, en général, pour beaucoup d'enfants, ils ont besoin de temps, de plus de temps. C'est simplement pour compenser une adaptation permanente à un système différent. Ça peut être accepter le travail sur ordinateur avec correcteur d'orthographe. Donc évidemment, pourquoi c'est faciliter la restitution écrite et la qualité de leur travail? Ce n'est pas parce qu'un enfant ne sait pas orthographier correctement qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas des choses à dire, à exprimer. Accorder du temps supplémentaire au contrôle ou prévoir des exercices plus courts. Donc ça, c'est pareil. Souvent, on voit accorder au temps supplémentaire, mais ce n'est pas fait sur le temps scolaire. Or, il faut savoir gérer le temps supplémentaire. Ce n'est pas le jour de l'examen qu'un enfant saura utiliser, que ce soit même un étudiant, qu'il saura utiliser ce temps supplémentaire. Il faut qu'il puisse le mettre en œuvre sur toute sa scolarité. Donc, distribuer des polycopies ou mettre le cours sur une clé USB. Donc, ça, c'est pour permettre d'étudier les cours chez soi, parce que ça peut être pour compenser une prise de notes incorrecte ou aussi une prise de notes un peu laborieuse. Les enfants qui ont des difficultés de troubles moteurs ne savent pas écrire aussi rapidement que les autres. C'est accepter les interroger à l'oral et faciliter la communication orale. Donc, c'est leur permettre de restituer leurs connaissances sans la pénalisation de l'écrit. C'est s'assurer, et ça c'est pour tous les enfants, et je dirais même les enfants, qui n'ont aucune particularité, qui sont dans la norme scolaire, on devrait s'assurer que les consignes de travail ou d'examen ont été bien comprises, simplement pour éviter les hors-sujets. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est informer les enseignants de la nature du trouble et de ses conséquences. Donc, c'est ce que je dirais, les conséquences et les points faibles, mais c'est aussi donner les points précis. Informer les enseignants, ça ne veut pas dire dévoiler le secret médical. Quand on est parent, nous faisons ce que nous pouvons faire et que nous avons envie de faire. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas l'enseignant et que vous ne souhaitez pas lui en parler, vous pouvez en parler au médecin scolaire ou à votre médecin traitant qui prendra contact avec l'enseignant tout en gardant, je dirais, en ne disant rien, en disant simplement, voilà, je suis médecin, j'atteste que cet enfant a besoin de tel ou tel aménagement.
c'est apporter une aide au niveau du cahier de texte, du cartable, des devoirs à la maison. Bien sûr, c'est pour les mieux s'organiser, mais c'est aussi pour permettre, et ça c'est valable pour tous les enfants d'ailleurs, leur permettre d'arriver en classe, je dirais, sereinement. C'est-à-dire qu'un enfant qui sait qu'il n'a pas fait ses devoirs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou que son cartable n'est pas fait, évidemment, il sait qu'il va se faire gronder. Il n'est pas à l'aise, donc deux solutions, soit il se met au fond de la classe, soit il va faire le clown, de toute manière, il aura quand même la punition. C'est pénaliser différemment l'orthographe et accepter de noter positivement en tenant compte des progrès réalisés. Et donc, c'est permettre aussi aux jeunes de suivre son évolution en orthographe. Donc ça, c'est très positif, hein, bien sûr, mais il faut savoir que c'est comme quand on ne voit pas ou quand on n'entend pas, quand on ne sait pas orthographier, on ne va pas y arriver tout de suite. Donc, c'est vraiment selon cas par cas. C'est envisager un enseignement multisensoriel, donc c'est activer plusieurs zones du cerveau lors de l'apprentissage, donc c'est visuel, c'est bouger, c'est ça, mais les enseignants commencent à peine à se former à ça. C'est accepter que la rééducation soit réalisée dans la journée et non après 6 heures de cours. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'on travaille, nous les parents, nous travaillons et souvent nous nous transformons en parents taxi, hein, c'est-à-dire que l'enfant est à l'école, on doit prendre une pause pour aller le chercher, pour le conduire à sa rééducation. C'est pas toujours possible, mais dans l'idéal, ça serait quand même bien que nos enfants, le mercredi, puissent avoir un emploi du temps de collégiens, d'écoliers, de lycéens, c'est-à-dire ne pas se transformer je dirais, avec un emploi du temps de ministre, je vais chez l'orthophoniste, je vais faire mon cours machin, etc. Et puis, c'est le plus important avec le PAP ou le PPS, hein, c'est ça, c'est construire un projet cohérent entre parents, professeurs et éducateurs avec le jeune. Pourquoi ? Parce qu'il est important que nos enfants qui n'ont pas demandé à être, je dirais, hors normes scolaires, il faut qu'ils puissent continuer à avoir une participation active dans leur scolarité, qu'ils puissent devenir acteurs et surtout qu'ils aient conscience de ces possibles et impossibles. Un enfant, s'il est toujours évalué sur les conséquences de sa situation d'handicap, effectivement, pour lui, il sera nul. Mais il ne faut pas non plus que parce qu'il sait qu'il a une particularité, il en joue. Voilà, il faut vraiment que nous, parents, nous soyons à ses côtés, et c'est là où on revient à ce que j'appelle de pouvoir garder nos valeurs éducatives, c'est-à-dire que, effectivement, nos enfants ont un trouble, X ou Y, mais nous, en tant que parents, nous pouvons aussi lui dire, oui, mais là, mon coco, tu n'as pas travaillé, quoi. Ou là, franchement, il faut que tu assumes. Parce que c'est ça aussi le but de grandir, c'est d'assumer aussi, quand on n'a pas travaillé, on a le droit d'être avec une particularité et d'être un adolescent tout à fait normal et de ne pas travailler. Mais par contre, on a le devoir de le dire et de le reconnaître. Un des objectifs, il y en a tellement dans notre groupe santé-prévention, c'est pour garantir à chacun une égalité des chances face aux apprentissages, créer les conditions de la réussite de tous. C'est comprendre que les jeunes sont trop souvent évalués sur les conséquences de leur handicap et non sur leur réelle connaissance et compétence. Un enfant qui n'a pas sa monture de lunettes, il est en situation de handicap. Pareil pour l'appareillage, pour toute orthèse. Donc ce n'est pas le nom que l'on donne au projet, mais c'est surtout le résultat tiendra compte, c'est de l'implication de chacun. Nous vous remercions de l'intérêt, bien sûr, que vous portez à la réussite de tous nos jeunes. Et rien n'est possible sans une confiance mutuelle. Il est très important que parents et enseignants nous arrivions à nous faire confiance. Ce n'est pas toujours facile, je l'ai vu. Il faut savoir se dire les choses, il faut savoir se rencontrer, il faut se dire, là, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vraiment très, très important pour nos enfants. Donc, on a plusieurs demandes de parole. Je vais tout d'abord répondre, avant de passer la parole à ceux qui la demandent, je vais juste répondre. Effectivement, le terme de rééducateur couvre l'ensemble des partenaires médico-éducatifs qui peuvent venir aider un jeune à préparer et compenser un trouble, quel que soit ce trouble. Ça peut être un orthoptiste, un orthophoniste, ça peut être un ergothérapeute ou un ergothérapeute également, mais ça peut aussi être une psychologue dans le cas de la phobie scolaire, dans le cas de la gestion du stress ou des émotions, et ainsi de suite. Les rééducateurs, ce sont l'ensemble de ces prescripteurs qui peuvent, eux, dialoguer également avec la sphère éducative de façon à venir vous aider, vous, parents, quand vous êtes dans ces démarches-là, à dialoguer sereinement et à utiliser
le vocabulaire commun de l'éducation nationale et de leur profession et de leur diagnostic pour apporter des aménagements qui soient pérennes et pertinents. Et donc maintenant, je vais... alors, j'ai que les prénoms, donc on a Jean-François qui nous a demandé la parole. Donc, Voilà, je suis le papa d'un lycéen qui est en seconde et effectivement, chaque année, après les résultats du premier trimestre ou du premier semestre, bah, il accuse le coup, quoi. Donc effectivement, il a du mal à se remettre au travail. Là, il a fait un bon semestre en seconde. Et comme c'est dur à vivre pour moi, parce que chaque année, ça se reprécise. Et c'est vrai qu'en termes d'orientation et de projet personnel, c'est compliqué pour lui et pour nous aussi, parce que bien sûr, il a des appétences, il est très bon en arts plastiques, en musique. Voilà, il nage bien, bon, mais comme tous, mais euh, quels seraient un petit peu ceux qui sont passés par cette étape, comment faire et comment ça évolue avec un peu de maturité. Là, je trouve que ça va nettement mieux parce que c'est lui qui prend contact avec l'étudiante qui l'aide pour les matières qui lui sont difficiles. Mon fils est dyslexique, comme la SES. Et donc, effectivement, et comme il est en MFR, il a beaucoup de stages. C'est une seconde générale et technologique, mais il a 15 semaines de stage. Et là, il est passé de la poterie il est au club de natation où il aide le MNS à gérer les plans du gouvernement de Madame Marie Sénaou là, pour l'habilité dans l'eau pour les jeunes enfants. Et donc, effectivement, j'espère un petit peu, nous espérons avec ma femme qu'il aille dans ce sens, qu'il s'épanouisse, quoi, voilà. Alors, la seconde est une classe difficile parce qu'il y a des nouveaux, je dirais des attendus différents des enseignants. La seconde, c'est jeune encore. Hein. Ça paraît pour nous, c'est très difficile, mais ça va beaucoup mieux l'année du baccalauréat. Parce qu'il y aura certaines mesures qui vont se mettre en place, il y aura certaines compensations. Au plus ça va, au mieux ça va. Alors je sais que c'est compliqué à entendre, c'est difficile à croire, mais je vous assure que chaque année, c'est une année de gagner. Alors l'appétence, il faut surtout qu'il ne perde pas confiance en lui. C'est ça surtout. C'est le plus difficile en fait. Hein. Pour nos enfants, les adolescents, c'est très difficile. Le fait qu'il prenne lui-même contact avec son étudiante, c'est quelque chose de positif. C'est bien parce qu'il se prend en charge. Mais vraiment, la seconde, c'est une année qui est difficile. La première, ça commence à se stabiliser et la première, il va se projeter sur son avenir. Donc ça va être beaucoup plus concret pour lui. Mais il faut savoir que la seconde, SES, est une nouvelle matière, c'est un nouveau vocabulaire, c'est une nouvelle façon d'écrire, c'est des nouvelles formulations, c'est très très difficile. Il faut vraiment qu'il réajuste. Toutes ces stratégies de compensation ont été un peu déséquilibrées. Il faut qu'il remette tout ça en place. Et pour compléter, si à chaque bulletin de trimestre, il prend un peu un coup de blues, il faut aussi ne pas hésiter à rappeler aux enseignants que la bienveillance, ce n'est pas qu'un hashtag ministériel et qu'elle doit aussi se traduire dans les bulletins et qu'un bulletin de fin de trimestre, même quand la situation est délicate, c'est pas une occasion supplémentaire de démoraliser un gamin pour les 3 mois à venir, mais une occasion d'alerter quand il y a besoin, mais aussi d'apporter des remédiations et de valoriser ce qui est positif. C'est surtout ça, c'est sûr. Et ça se travaille avec les équipes également parce que il y a toujours du positif dans la scolarité d'un enfant et on doit être en capacité de le mettre en avant, même dans les observations de fin de trimestre. Si on laissait faire l'éducation nationale, si on l'avait laissé marcher à son rythme, on ferait toujours faire du saut de haie aux élèves en fauteuil roulant. Donc, exactement. Il y a eu un vrai progrès. Il y a encore à faire énormément et il faut aussi que ça se traduise simplement dans les rapports écrits et les évaluations de trimestre. C'est pas beaucoup plus compliqué de tourner son commentaire de façon à ce que les points d'alerte soient vus, mais que les points positifs le soient également.
Et l'art plastique est une matière à part entière. Et s'il est excellent en art plastique, ça se souligne parce que tous les élèves ne sont pas excellents en art plastique. Donc c'est un point fort, comme la musique. Je vais proposer à Audrey de prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi j'étais au début où je disais que donc j'ai 2 filles qui sont dyslexiques, donc une qui est en STI 2D cette année et une autre qui est en 5e. Et en fait, on m'a déconseillé de passer par la MDPH parce que c'était trop compliqué, qu'on ne reconnaîtrait pas la dyslexie. Donc, du coup, je suis un peu perdue de tout ce que j'entends. Par contre, ce qui est vrai, c'est que mes filles compensent énormément et moi, je les aide beaucoup, beaucoup sous d'autres supports. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'ils ne pensent que c'est pas vrai, quoi. Que pourtant, on a des bilans, on a des choses. Alors, alors ce que je disais tout à l'heure, le PPA, donc la MDPH, c'est le PPS ou le PAP, c'est votre décision à vous. Si votre enfant n'en a pas une décision à moi, en fait. On m'a dit qu'il fallait faire comme ça. D'accord. Alors, oui, alors, donc, vous êtes sur quelle académie? Grenoble. Et en plus, elles étaient en privé quand je... D'accord. On est privé avant. Alors, d'accord. Donc, en fait, la finalité est la même. Votre enfant, enfin, vos enfants aujourd'hui ont des aménagements pédagogiques, c'est ça le principal. Donc, ils ont déjà le regard particulier des enseignants. Le jour où ils vont passer leurs examens, ils auront les mêmes droits, c'est-à-dire qu'ils auront aussi les dispositions spéciales aux examens. Donc, ça ne changera rien, en fait. C'est simplement c'est un choix entre la loi ou une circulaire. Mais si ça se passe bien, ne vous compliquez pas la vie, quoi. Je veux dire, gardez le PAP. Et le jour où ils seront un peu plus grands, et si vous devez faire une reconnaissance de ce qu'on appelle la RQTH, notamment quand ils seront étudiants, il sera toujours le temps de le faire. D'accord. Merci. Mais surtout, si ça se passe bien, voyez, voilà, c'est le même principe, hein, PAP, PPS, c'est tous les partenaires autour de l'enfant pour sa réussite. Et on adapte les aménagements et on revoit régulièrement les aménagements en fonction des besoins de l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole. Alors, les questions écrites, on va vous répondre au fur et à mesure tout de suite après. Je vais passer la parole à Séverine. Vous parliez de la RQTH quand ils seront étudiants. Du coup, c'est quel type de droit ça? Parce que alors moi, je suis maman de 3 enfants, dont 2 en situation de handicap. Oui. Donc, j'en ai un qui est en lycée, première STI 2D, et le petit dernier qui est en 6e. Et en fait, là, du coup, on a quelques soucis par rapport à l'orientation. Donc, il est TDA, il a une maladie cérébrale qui fait que du coup, il est accompagné avec une AVS individualisée. Et du coup, en admettant qu'il arrive à avoir son bac et qu'il passe du coup, par exemple, en BTS, vous disiez étudiant RQTH, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, c'est pas RQTH, oui, c'est la RQTH, c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés. Disons, ça, c'est quand il va travailler. Pas forcément, pas forcément. C'est notamment quand les enfants, enfin les étudiants vont passer les examens, ils ne passent pas forcément l'écrit. Ils ne seront évalués qu'à l'oral. Ça peut, pour les étudiants, hein, je parle pour les enfants majeurs. Hein, donc, voilà, c'est des choses à faire, mais ça, on ne passe forcément par un dossier, enfin par la MDPH forcément, mais par un médecin agréé de l'ARS. Donc c'est une disposition. En fait, ça fait partie des aménagements, c'est un aménagement supplémentaire du passage des épreuves. C'est ça, c'est aménagé. Oui, et après, bon, effectivement, ça peut ouvrir sur le travail, enfin quand ils vont postuler pour un emploi, voilà, ça parce qu'ils grandissent nos enfants. Donc voilà, donc des enfants, parfois en ont besoin. Par exemple, je vais prendre mon cas particulier. Donc ma fille qui fait du droit, elle a demandé cette année la RQTH pour un trouble de dyslexie. Elle a demandé la RQTH. Oui. Ouais, ça se demande automatiquement à la MDPH. Toujours, oui. C'est eux qui signent et qui renouvellent le dispositif. Je vais en profiter pour un petit éclaircissement parce qu'on a la question à l'écrit au même moment où on en parle. La différence entre le PAP et le PPS, en fait, le PAP, c'est une rustine mise en place, un étayage mis en place au sein d'un établissement sans que la situation ne sorte de celui-ci. On constate qu'il y a une difficulté et on apporte des étayages de façon à aider temporairement autour de cette difficulté. Le PAP reste interne à l'établissement et la décision et la mise en place d'un PAP se fait entre les parents, l'équipe pédagogique et le médecin scolaire quand on a la chance d'en avoir un qui soit moins rare que le DAU.
Voilà. Le PPS, lui, implique une reconnaissance de par la MDPH pour une reconnaissance médicalisée, donc la constitution d'un dossier et le passage en commission CDAPH. En général, le PAP, soit il suffit et on ne va pas plus loin, soit il sert à faire un premier début d'adaptation et d'étayage en attendant la constitution et l'étude d'un dossier de PPS. Dans l'idéal, la situation, elle se fait dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on met un PAP en place, il suffit ou pas. S'il ne suffit pas, on passe par le PPS et le PPS amène des préconisations supplémentaires, comme par exemple la mise à disposition d'un ordinateur, d'un scripteur, d'une AVS, d'un tiers-temps et ainsi de suite. En sachant qu'il faut être enfin avec les AVS, il faut être très très prudent puisque on peut avoir avec un PAP une AVS mutualisée et je dirais que là on doit être très... Là je crois qu'il faut quand même relever plutôt de la... Enfin, il faut que les parents soient vigilants et vraiment se poser les bonnes questions parce que le PAP a quand même... c'est de l'interne, hein, c'est interne éducation nationale, c'est assez restrictif quand même. Voilà. Et donc, pour finir l'éclaircissement, est-ce que le PAP ou le PPS doivent être validés par l'Éducation nationale? Le PAP, oui, forcément, puisqu'il va émerger à l'interne de l'établissement. Et donc, si l'établissement n'est pas à l'initiative ou n'est pas volontaire dans la démarche, ça va être compliqué. Le PPS, non, puisque le PPS, il est préconisé par la CDAPH, la Commission départementale d'accès et de prise en charge du handicap, qui, elle, va notifier l'établissement de l'obligation de la mise en place d'un étayage avec des préconisations claires et non négociables. Le PAP sera plus souple et permettra de d'élaguer un peu ce qui aide ou ce qui n'aide pas l'enfant. Le PPS sera beaucoup plus préconisateur et beaucoup plus cadré. Je reviens sur un point tout à l'heure d'un commentaire que j'ai vu où on nous disait que les PAP, souvent au lycée, les enseignants faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Oui, je vous le dis tout de suite, c'est en même valable au collège, c'est pas que au lycée. J'ai un grand hyperactif pour lequel la seule préconisation de son PAP, c'était que l'ensemble des transmissions devait se faire par l'ENT, ce qui ne devrait même pas être l'objet d'un PAP, puisqu'en soi, ça fait partie de la fiche de poste d'un enseignant, et pour lequel il a quand même fallu aller jusqu'à saisir la HALD, donc la Haute Autorité de lutte contre la discrimination, pour qu'un enseignant se plie à cette transmission par l'ENT, l'espace numérique de travail. Parce que son truc à lui, c'était de donner les devoirs à faire au moment où les élèves se rhabillent, dans le brouhaha, quand ils se lèvent et ainsi de suite, et de compter sur le fait que soit ils sortaient leur agenda et ils le notaient, soit ils s'en souvenaient suffisamment longtemps pour que le soir à la maison, ils le notent d'eux-mêmes. Bon, avec un hyperactif, il n'avait pas passé la porte que ce que le prof venait de dire, c'était déjà resté au fond de la salle. Du coup, ça ne fonctionnait pas, et pourtant, pour faire respecter cette simple préconisation-là, il a fallu aller très loin pour obtenir une descente, une descente d'organes ministériels qui l'a rappelé à ses obligations. Voilà. Effectivement, le PAP, comme c'est une solution interne, il dépend un peu plus de la bonne volonté de chacun, là où le PPS fait foi légalement et vous donne la possibilité d'attaquer littéralement en justice quand il n'est pas respecté, puisque c'est une préconisation médicale. C'est la même chose, c'est ce que je disais tout à l'heure en exemple, des élèves en fauteuil roulant, on ne leur fait pas faire de saut de haie. Voilà, c'est exactement ce que va vous dire un PPS. En fait, l'élève n'étant pas capable de faire ça comme cela, on doit l'adapter et le faire autrement, ce n'est pas négociable. Oui, ça dépend de la loi. Et l'autre point entre PAP et PPS, c'est que le PAP, les adaptations ne sont pas mises en place sur le temps scolaire, le jour où vous demandez les aménagements aux examens pour vos enfants, il risque de vous être refusé, puisque c'est le chef d'établissement qui certifie que les aménagements ont bien été mis en place sur toutes les années scolaires. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Il doit cocher cette petite case. Si la petite case n'est pas cochée, votre enfant risque de ne pas avoir ses aménagements scolaires. Par exemple, il a besoin d'un secrétaire scripteur et un secrétaire lecteur. Enfin, c'est la même secrétaire qui va écrire et qui va lire et qui va reformuler. Si ça n'a pas été mis en place sur le temps scolaire, le jury qui se réunit pour les aménagements aux examens, donc en fait, en gros, le médecin scolaire, il le refusera cet aménagement au titre que votre enfant ne sait pas l'utiliser. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Sur le PPS, ce n'est pas la même chose. Je reviens aussi sur la question des délais pour notamment la demande d'ordinateur qui a été faite. Il faut s'y prendre très en amont, puisque vous parliez tout à l'heure d'une entrée à la fac pour un besoin d'ordinateur. Quel était le délai pour faire la demande? Bon, déjà, rassurez-vous, à la fac, en général, quand les élèves ont un ordinateur, on ne leur demande pas si oui ou non ils vont l'utiliser. S'ils l'ont, ils l'utilisent.
Voilà, mais pour les sections en dessous, donc le collège et le lycée, qui sont eux aussi susceptibles de se voir prescrire un ordinateur, il faut s'y prendre très en amont parce que même si vous avez une notification, même si vous avez le matériel, même si vous avez l'ensemble des logiciels sur le matériel, votre enfant n'a légalement pas le droit de l'utiliser et les enseignants n'ont pas le droit de s'appuyer sur la ressource tant qu'un ergothérapeute n'a pas vu l'élève. Alors, les médecins scolaires, c'est le DAU, l'ergothérapeute académique, c'est une licorne. Hein. Quand vous en voyez un, n'hésitez pas, chopez-le et gardez-le dans le garage au cas où vous en ayez besoin, parce qu'il n'y en a pas. Donc, on a des élèves pour lesquels il faut 18 mois pour monter le dossier, pour obtenir les rendez-vous, pour obtenir le bilan, pour obtenir la prescription, pour avoir l'ordinateur. Il faut trouver parfois jusqu'à 2 000 € pour l'ensemble des licences de logiciels d'assistance quand celles-ci ne sont pas prises en compte par l'Éducation nationale et qui, pourtant, malgré tout cela, pendant 12 à 18 mois, ne pourront pas utiliser l'ordinateur après, simplement parce que l'ergothérapeute n'aura pas mis son petit autocollant dessus, validé par l'ergothérapeute. Donc, il faut vraiment, ça doit s'anticiper énormément ce genre de demande. L'université, c'est avant le résultat du baccalauréat. Enfin, moi, je conseille toujours. Hein. D'ailleurs, on devrait vous donner d'ailleurs une fiche. On a des fiches, on doit les finaliser là-dessus. C'est vraiment au mois de mai, vous allez vous accompagner avec votre jeune, vous rencontrez la chargée de mission de la cellule handicap de l'université ou de la grande école où vous souhaitez inscrire votre enfant, ou sur plusieurs établissements si vous n'avez pas les résultats, si vous ne savez pas encore où il va aller, retirez le dossier, elle vous expliquera, commencez à remplir le plan de compensation et dès le bac obtenu, vous retournez la voir. Et donc là, après, vous aurez rapidement un rendez-vous avec le médecin universitaire parce qu'au mois de septembre, ils vont être débordés. C'est ce que je fais avec mes enfants. Là, c'est vraiment ce que je mets en place avec mes enfants. Une autre question pour le bilan pluridisciplinaire. Est-ce que tu peux réitérer ta réponse, Marie-Françoise, s'il te plaît? Ah oui, pardon. Le bilan pluridisciplinaire, c'est souvent, on a tendance à prendre qu'une partie. Donc, un enfant, c'est un ensemble de choses. Donc, si c'est pour par exemple, un trouble de dyslexie, il y aura le bilan orthophonie, mais parfois il est insuffisant. Il faut absolument qu'il soit accompagné d'un bilan psychométrique, non pas pour vérifier que l'enfant est intelligent, mais surtout pour voir l'intérieur du bilan psychométrique qui est très important puisqu'il est divisé en quatre grands thèmes. Et dans ces thèmes, on peut voir s'il y a, je dirais, nos enfants, on va imaginer que le cerveau de nos enfants, c'est un moteur de Ferrari, donc pas moteur électronique de maintenant, mais moteur d'avant. Et en fait, il a un moteur de Ferrari, donc le cerveau est un moteur de Ferrari, mais il n'y a que 3 bougies qui fonctionnent. Voilà, donc il ne va pas donner la pleine puissance. Et c'est un peu ça. Nos enfants sont des mauvais chefs d'orchestre. Ils ont toutes les compétences, mais elles ne sont pas alignées au même niveau. C'est-à-dire que, effectivement, ils ont peut-être une faille avec la mémoire auditive ou visuelle. Enfin voilà. Donc ce bilan psychométrique permet justement d'affiner le diagnostic et permet justement de mettre en œuvre des moyens pour accompagner. Donc bien sûr, comme tout à l'heure, le rééducateur rééduque, hein, ça c'est sa profession. L'enseignant va s'appuyer sur les points forts et nous, parents, nous allons pouvoir accompagner donc avec des jeux de société. Donc jeux de société, ça paraît un peu simplé, mais c'est pas si simplé que ça, hein, puisque dans un jeu de société, on connaît la droite, la gauche, on le sens. Enfin voilà, il y a plein de compétences qu'on met en avant sur un jeu de société. Donc on aura chacun notre part pour accompagner notre enfant, enfin l'enfant, le jeune, et pour justement qu'il puisse. On parlait de plasticité de cerveau, mais ça va aider aussi la plasticité de cerveau. Mais pour faire ça, il faut connaître. Et souvent, un enfant, on a un bilan qui n'est pas complet. De même, on ne parle jamais non plus du sommeil et de l'état psychologique de l'enfant. Donc l'état psychologique de l'enfant, c'est la faute de la maman parce que la maman ceci ou la maman... Non, c'est pas ça. C'est voir l'enfant, l'estime de soi, c'est vraiment le voir dans sa globalité. Et effectivement, et à côté de ça, ce qu'on fait en Belgique, ils le font plus en Belgique parce qu'en France, on n'a pas forcément toujours les moyens, c'est de voir la qualité du sommeil. C'est-à-dire qu'un enfant, on regarde comment il dort, si son sommeil est réparateur.
Ça manque un peu en France. Mais tous ces paramètres-là vont compléter la rééducation orthophonique ou autre, psychomote ou ergo, et c'est très important. Voilà, donc c'est ça le bilan pluridisciplinaire. Et comme les troubles 10, ce sont des diagnostics qui se posent par élimination, ça ne se pose pas comme ça, c'est précis, il faut du temps. Ça ne se met pas, on regarde d'abord s'il n'a pas de problème de vue, problème d'audition, voilà, donc on regarde la globalité et après on voit s'il est normalement ce qu'on dit intelligent. Donc, et après, quand on a éliminé toutes les autres causes, on commence à s'orienter sur les troubles du langage. Donc c'est pour ça que pour moi le bilan pluridisciplinaire est très important. De même qu'un enfant qui a des troubles de dyspraxie, donc de la praxie fine de gestes, le doigt, etc., il est très important aussi de le prendre en compte parce que ça retentit aussi sur tout son équilibre et sur la scolarité, mais sur aussi son bien-être à lui, parce que s'il est mal avec son corps, s'il est mal dans l'espace, il ne peut pas être bien dans sa vie. Donc c'est très important qu'on prenne vraiment l'enfant dans sa globalité. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, je vais répondre. Alors c'est dommage, l'interlocutrice nous a quittés, mais sur une question de Susanna tout à l'heure qui parlait des manuels Moby 10 et savoir si la fédération PEP pouvait passer l'info pour que le ministère en préconise l'utilisation, qui sont des manuels adaptés aux dyslexiques. Oui, effectivement, on peut faire passer l'info de façon à ce que ceci soit favorisé. Malheureusement, ça va relever de la sacro-sainte liberté pédagogique. Là, encore une fois, le terme n'est pas laïque, vous m'excuserez, mais c'est parce que c'est comme ça que c'est vécu par les enseignants. Et pour tout vous dire, on a déjà du mal à faire adopter, ne serait-ce que la mise à disposition des police de caractère gratuite adaptée aux dyslexiques sur l'ensemble des ordinateurs du parc dit éducation nationale. Je pense notamment à OpenDis, qui est une police de caractère qui est faite pour les dyslexiques, qui n'est pas un caprice de parents, mais qui était étudiée, validée, travaillée par le MIT sur les sciences cognitives pour que ce soit plus facile d'accès. Et rien que ça déjà, c'est encore pas le cas. On est encore à se battre souvent avec des préconisations où quand on a des enfants qui sont dyslexiques lourds, on leur propose d'utiliser de l'Arial en Cork 16 minimum, ce qui ne ressemble absolument plus à rien parce que le moindre texte en Arial Cork 16 prend 5 pages, donc c'est pas très appétant pour le travail de se retrouver avec 5 pages quand ses camarades n'en ont qu'une. Et en plus de ça, parce qu'au finish, on a juste grossi une police qui était déjà grasse en soi, mais qui n'est pas plus facile à lire. C'est un peu comme si on mettait des panneaux de stop plus gros sur le bord des routes à destination des malvoyants. Bon, c'est bien, mais s'ils ne le voient pas, ils ne le voient pas, quoi. Donc oui, effectivement, on essaye d'imposer, d'impulser pour que des ressources soient favorisées, pour que les manuels dématérialisés, quand on a la chance d'en avoir, soient également adaptables, parce que quand on a des élèves qui ont des manuels dématérialisés, et que le manuel dématérialisé c'est un simple PDF, mais qu'on ne peut pas régler le contraste pour les déficients visuels, qu'on ne peut pas grossir la typographie ou changer la police de caractère pour que celle-ci soit facile à lire pour les 10, au finish, c'est la même chose qu'un manuel papier et on ne tire aucun des avantages de l'aspect des maths et en plus nos gamins mangent de l'écran pour rien. Effectivement, on inclura les manuels 10 dont j'avais un peu connaissance, mais ils restent très utilisés à la marge pour le moment et c'est avant tout une question de bonne volonté de l'enseignant qui choisit des manuels sur lesquels il appuie son travail pour l'année. Est-ce que un dispositif existe en supérieur pour justement les aménagements en petits effectifs pour des enfants qui ont besoin? C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a des Ulysse jusqu'au lycée. Est-ce qu'il existe plus loin? Vous parliez de fac. Moi, j'ai un peu de mal à me projeter sur une fac, sachant que... Oui, fac. Alors nous, on essaye de... Enfin, je veux dire, on a évolué parce que nos enfants, on évolue en fonction de nos enfants. Donc effectivement, on travaille aussi. Alors, il y a les MFR qui font pas mal de choses. On essaye. Mais après, il faut semer. Je veux dire, la loi sur le handicap a 20 ans, mais les évolutions n'ont pas 20 ans. Donc, il faut vraiment encore ne pas hésiter à bousculer les choses pour que des choses se mettent en place. D'où l'intérêt, je dirais, c'est ça aussi l'intérêt de notre fédération, c'est de pouvoir accompagner, de titiller, d'être force de proposition pour mettre en place. Alors au niveau du supérieur, la loi est appliquée, mais effectivement, petit effectif, etc., c'est non. Donc il faut vraiment, voilà.
il y a des dossiers, il y a des projets à monter. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Hein. Ça ne veut pas dire justement que c'est pas possible. Mais des fois, il faut pousser un peu les portes. Hein. C'est aussi pour ça que c'est important de vous rapprocher dès l'inscription des référents handicap des universités, parce que parfois sur un même cursus, il y a 2 promos côte à côte. Et l'une des deux n'aura pas le même emploi du temps. L'un des deux correspondra plus facilement au trouble ou permettra plus facilement à votre enfant de s'y épanouir. Et ça peut être aussi l'occasion, alors pas d'obtenir un groupe à 12 en fac, malheureusement, ça c'est clair, mais parfois d'être sur la promo qui typiquement va avoir, je pense aux hyperactifs, plus facilement cours le matin. Parce que pour les hyperactifs, c'est primordial d'être sollicité plus en début de journée qu'en fin de journée, quand l'hyperactivité prend le dessus. Et c'est aussi pour ça que c'est primordial, parce que ça permet d'éviter des traitements lourds qui couvrent un spectre de 24 heures. Je pense notamment à ce qu'on appelait la Ritaline il y a encore peu de temps, qui génère des problèmes à long terme, là où on a des traitements qui sont sur des spectres courts d'action pour 12 heures, et qui, quand ils sont pris le matin à 7 heures, si le gamin a cours entre 8 heures et 16-17 heures, c'est plus facile que quand on a certains cursus qui terminent le soir à 20h, 20h30. Tout à l'heure, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui disait que dans Parcoursup, il y avait une section particulière au niveau du collège également. Je dirais, comme on a des vœux à formuler. Il y a, je dirais, à ce niveau-là, il y a des appuis qui peuvent être donnés par un chef d'établissement, ou est-ce que c'est au petit bonheur la chance et de faire appel si on n'est pas d'accord? Non, alors Parcoursup, c'est qu'une plateforme, hein, il faut le savoir. C'est une plateforme. Donc, il y a quelques années, les enfants, les futurs étudiants en situation de handicap qui voulaient faire certaines... Je vais prendre un exemple, ce qui est vrai, hein, puisque on s'est battu là-dessus, qui voulaient partir dans certaines écoles style Polytechnique, etc., tout ce qui était l'ENS, s'ils cochaient handicap, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Donc, il y avait de la discrimination. Aujourd'hui, un enfant qui est en situation de handicap peut ou ne pas le mettre qu'il est en situation de handicap, mais c'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer. C'est pas sur le dossier, c'est pas sur la plateforme Parcoursup que là il y aura une prise en charge particulière. Ça sera une information qui sera donnée quand l'enfant sera inscrit, mais il faut bien imaginer que les enseignants, etc., tout le monde n'a pas le temps de regarder les milliers de dossiers qu'il y a sur Parcoursup. Hein, donc je pense que quand on a un enfant en situation de handicap, le but est de choisir l'établissement, de remplir le dossier, de effectivement noter s'il était en situation de handicap, si c'est votre choix. Encore une fois, c'est votre choix à vous de le faire et son choix à lui. Et après, s'il y a un refus comme pour les autres enfants, il faut faire un recours. On dit beaucoup de choses sur Parcoursup, ce n'est qu'une plateforme. Hein. Excusez-moi, vous parliez de Parcoursup et donc de cocher la case handicap, mais du coup, mais effectivement, en fait, ça sert à quoi alors du coup de cocher la case? Puisque personne ne le voit, et dans tous les cas, est-ce qu'il y a un intérêt à le mettre? Est-ce que du coup, notre enfant, entre guillemets, va être favorisé de par l'handicap? Non. Est-ce que pour une fois, ça peut être un avantage, entre guillemets, d'être en situation de handicap? Non, pour moi, non, c'est quelque chose qui n'est pas vu. Enfin, je veux dire, on remplit un dossier administratif. Voilà, ça peut être intéressant si les enseignants, enfin, si les équipes qui se réunissent pour regarder quand il y a un doute sur un enfant, sur un jeune, sur le dossier d'un jeune, qui vont un peu plus loin. Mais bon, je pense que le mettre, c'est toujours mieux parce que ça, c'est-à-dire un jour ou l'autre, il faudra le faire savoir de toute manière. Donc, autant le faire dans la continuité parce qu'il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un frein en tout cas, ça c'est certain. Ce n'est plus un frein, ça l'a été, mais ce ne l'est plus. Donc, je pense qu'il faut le mettre, mais c'est vraiment une question personnelle. Et après, dans le choix quand on choisit donc une école, ça peut être un BTS, un IUT, ça peut être la fac. Alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire parce que je suis en étant maman d'enfants en situation de handicap. Hein, c'est pas. Est-ce que ces écoles-là ont des quotas par rapport au nombre de personnes en situation de handicap qui prennent? Non. Est-ce qu'ils ont des quotas respectés, comme par exemple un employeur qui va adhérer à
Non, parce que ça serait à l'encontre de la loi sur l'handicap et notamment sur la scolarisation de tous les enfants, quoi. Donc non, il n'y a pas de quota. Non. Le seul moment où c'est valorisé, entre guillemets, de déclarer une situation de handicap, c'est dans le cadre de l'apprentissage. Pour Alors deux raisons. Ouais, nous, on va pour deux peut-être se raisons. positionner La pour de première, c'est l'apprentissage. parce qu'il y a une prime pour les employeurs qui acceptent des élèves en situation de handicap. Voilà, prime d'adaptabilité et d'assistance à l'adaptabilité d'un élève en situation de handicap. Et que mine de rien, en fonction du métier, un dyslexique en termes d'adaptabilité, ça ne demande pas grand-chose. Donc du coup, voilà. Et en plus de ça, parce que ça remplit les quotas des entreprises, d'avoir des salariés en situation de handicap qui, en plus, là, pour le coup, ne sont pas des salariés véritablement en situation de handicap. Un mécanicien auto qui est dyslexique, c'est beaucoup moins contraignant qu'un mécanicien auto qui est en fauteuil roulant. Il ne faut pas réaménager tout un garage pour l'accueillir. Donc, vous cochez les deux cases sans un investissement très lourd. Mais par contre, sur Parcoursup et pour la sélection pour les études supérieures, il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas de bonification pour les élèves en situation de handicap ou de troubles de l'apprentissage. Et quand on déclare, alors vous parliez d'apprentissage, quand on déclare donc la situation de handicap, mais que l'handicap est invisible, est-ce qu'on est dans l'obligation par rapport à l'employeur de dire exactement ce qu'a notre enfant? Non. Ça serait de la discrimination. Non, on peut pas. Le médecin, normalement, c'est le médecin qui va confirmer ou la notification. Enfin, ça se passe. On n'est jamais obligé de dévoiler sa vie privée, parce que là, on rentre dans la vie privée. Quand vous êtes salarié reconnu avec une RQTH, reconnaissance travailleur handicapé, vous avez une notification qui explique ce que votre handicap implique. Par exemple, moi, je suis porteur d'un handicap invisible suite à des soucis de santé. J'ai pas le droit de porter plus de 3 kilos. Bon, si je cherche du travail, je ne vais pas aller expliquer l'ensemble de mes soucis de santé, de ce que ça impacte et ainsi de suite. Simplement, l'aspect professionnel, c'est je ne peux pas porter plus de 3 kilos et 2-3 autres bricoles. La notification, le document de ma reconnaissance travailleur handicapé, il explique ce qui doit être pris en compte par un employeur. Point. De la même façon, si vous cherchez un apprentissage, la candidature que vous ferez, quand vous notifierez notamment à la CCI que vous êtes en recherche d'un contrat d'apprentissage, puisque c'est bien souvent par eux que se font les premiers contacts avec les employeurs, leur expliquer que votre enfant est en situation de handicap, oui, leur donner un vague descriptif de ce que ça a comme impact de façon à ce qu'ils puissent aussi vous éviter les écueils d'aller candidater. Je vais par exemple parler d'un bureau d'études au 2e étage sans ascenseur avec un gamin en fauteuil roulant, c'est pas la peine. Voilà. Donc là, que eux fassent un léger filtrage de façon à vous adresser auprès d'employeurs qui sont en capacité d'accueillir votre enfant, oui, mais déballer l'ensemble de votre dossier médical et de son dossier médical à un futur employeur, non, ça vous n'avez pas besoin de le faire. J'avais juste une dernière question, parce qu'après je vais devoir vous laisser pour ma part. Justement par rapport à l'handicap invisible, donc c'est le cas de mon fils. Par contre, du coup, en juin 2021, ils nous l'ont miraculé. On est passé donc je disais individuel à mutualisé. Donc il s'est retrouvé, il avait à peine 7 heures par semaine son AVS. Le temps qu'on se réagisse, qu'on passe en commission de recours, on est passé au mois d'octobre en commission de recours. Effectivement, on nous donne raison. Et en fait, janvier, il n'avait toujours pas d'auxiliaire de vie scolaire individualisé. Donc ça veut dire en gros, il a perdu son année parce qu'il est donc en plus très fatigable par rapport à sa pathologie. Il a tout donné. Bon, en gros, c'est mort maintenant. Par contre, je me suis rendu compte qu'on est obligé de faire face à un autre combat avec ces histoires d'affectation d'AESH. Parce qu'en fait, moi, du coup, je me retrouve avec mon enfant qui a un contrat de mutualisé 23 heures. Et il se trouve que du coup, comme il a fallu qu'il remanie tous les contrats, l'AVS qu'il avait lui et avec qui il s'était habitué et qui le connaissait bien par rapport à sa pathologie, qui pouvait anticiper de gros risques par rapport à sa pathologie, du coup, ils l'ont affecté à un autre enfant qui, par contre, a un handicap physique. Enfin, pas physique, mais visuel. Enfin, je ne sais pas comment on peut le dire. Et du coup, j'étais obligée de me battre avec la directrice du lycée parce qu'en fait, j'ai compris, avec un peu de recul et d'analyse, que finalement, elle avait minimisé le cas de mon fils. Bien sûr. Parce qu'handicap invisible. Donc, en fait, elle a fait comme la MDPH quand ils m'ont
quand ils m'ont refoulé l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils n'ont tenu compte que des troubles des apprentissages, tous les multi-10, quoi, puisqu'il est multi-10. Par contre, ils n'ont pas tenu compte de la pathologie. Et la directrice, elle a fait la même chose. Et elle me dit, oui, mais vous comprenez, l'AVS de Nice, il faut qu'on la donne à une jeune fille et qui a un fauteuil roulant. Et par contre, Nils, en gros, il va se débrouiller, quoi. Oui, elle a hiérarchisé par rapport. Parce qu'en plus, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants en tant que parents. Ils font leur vie dans les lycées. Alors donc, vous n'avez pas à avoir les tenants et aboutissants parce qu'il n'y en a pas. Un enfant doit être pris dans sa globalité avec son... c'est pour lui, l'AVS, elle lui est donnée à lui. Quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à saisir le défenseur des droits et la cellule handicap. Je ne suis pas procédurière, mais c'est parce que là, après nous, en tant que parents, c'est pot de fer contre pot de terre. Donc ça ne sert à rien, on ne va pas s'énerver. On n'a pas à hiérarchiser une situation de handicap, parce que là, c'est ce qui se passe. J'estime que celui-là est un peu plus handicapé que celui-là, finalement, il peut s'en sortir. Non, ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas ça du tout. Un enfant, il est pris dans sa globalité, avec ses particularités, ses plus, ses moins, et ce n'est pas un adulte de dire, tiens, j'ai décidé que lui sera plus que l'autre. Non, c'est une façon de discriminer. Donc, on peut pas je comprends qu'en tant que parent, c'est difficile de se battre. Là, encore une fois, il faut prendre conseil. Cellule handicap, un cellule interministériel handicap, le défenseur de droits, et puis vous avez votre association PEP. On est intervenu plusieurs fois cette année sur les AESH et autres, pas que ça. On fait aussi des remontées, on siège au comité national de l'école inclusive. Et pour l'instant, je siège aussi au CNCPH sur la scolarité et les plus de 16 ans. Donc, vous voyez, on fait des actions, mais on ne peut les faire que si on connaît vraiment je ne vais pas dire du concret, on ne demande pas le nom ni voilà. Mais il faut vraiment des cas précis pour qu'on puisse faire remonter, parce que ça, ce n'est plus possible. Votre phrase, Madame Lafendi, Imen, en amont, c'est-à-dire, il faut se renseigner de l'adaptabilité de l'examen que l'on prépare, de ce qu'il est à faire pour obtenir cette adaptabilité-là, et je dirais au moins 1 an à l'avance. Parce que sur certains dossiers, sur certaines... le temps de faire les examens, d'obtenir les documents, ou simplement de le faire notifier pour que le jour du concours, tout soit prêt pour que le sujet qui lui est présenté soit adapté et qu'il soit en capacité de le passer. Ça peut prendre un peu de temps. Et si vous envisagez d'inscrire votre enfant sur un concours l'an prochain, commencez les démarches dès maintenant. Il vaut mieux que vous y preniez trop tôt et qu'on vous dise l'ouverture officielle des dossiers, c'est au mois d'octobre et c'est à ce moment-là qu'il faudra revenir avec vos documents médicaux, plutôt que de vous renseigner en janvier et qu'on vous dise justement c'était en octobre et c'est terminé depuis 2 semaines. Oui, ça évite l'angoisse, parce que vous êtes quand même angoissé. Il faut le savoir qu'on vit ça depuis tellement d'années que quelque part on a un petit truc en nous là, que l'enfant le sent aussi, et en fait ça permet de dédramatiser, d'aplanir les difficultés, on y va cool, quoi. Voilà, on reste cool, on s'essouffler. Il sait qu'il aura son ordi, il sait que ça sera adapté, il sait qu'il y aura un scripteur s'il y a une épreuve écrite. Voilà, ça permet de se préparer, ça permet de rencontrer les interlocuteurs en amont. Et avant qu'ils soient débordés, parce qu'après au mois de septembre, c'est tous les dossiers qui arrivent en même temps, ils n'arrivent pas ils n'ont pas le temps. Voilà. Que si on le fait un peu avant, ils ont le temps de nous recevoir, ils ont le temps de recevoir l'enfant, le jeune, puisque ce sont des jeunes, ils ont le temps de voir avec eux vraiment si les adaptations qui ont été mises en place au lycée étaient suffisantes ou insuffisantes. Voilà. Vraiment de prendre le temps tout simplement pour trouver la meilleure solution pour les jeunes. Et puis, ils ont également aussi le temps de parler éventuellement de l'orientation. Je pense notamment à un aiguilleur du rail pour lequel le poste ne sera pas tenable, entre guillemets, mais de proposer d'autres concours qui seraient, parce que le poste derrière est plus facile d'accès ou plus accessible, ou parce qu'il sera adaptable. Ça peut être aussi ça, plutôt que d'éviter la déconvenue, de se voir dire bêtement non, en fait vous n'avez pas le concours parce que ça sera pas possible et vous pouviez le passer qu'une fois et c'est foutu.
Mais après, voilà, on parlait. Moi, j'ai eu aussi la chance de tomber sur une personne qui l'a accepté, je dirais, parce qu'il est jeune. C'est pour ça que je dis, c'est pas spécialement la situation de handicap, d'aller voir, voilà, pendant une journée le métier exactement, et qui à la sortie, surtout également, lui parlait de manière détournée. J'ai trouvé ça super, plutôt que de lui dire ce métier-là, c'est peut-être pas forcément exact. Lui a parlé d'autres sociétés en lui disant la SNCF, certes, elle s'occupe du rail, mais il y a d'autres structures, et en l'orientant un petit peu, j'allais dire, sur tout ce qui peut être tramway, tout ce qui peut être autre, je dirais, chose, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas non plus tout ce qui existe. Les régies de transport public, le fret ferroviaire sans passagers. Mmh. Oui, on est d'accord. Et puis tout à l'heure, on parlait, voilà, tout le long de la conférence, on a parlé des 10. Et moi, dans le monde professionnel, j'ai rencontré des gens, voilà, comme vous parliez sur les grandes écoles ingénieurs. Ce qui est compliqué, apparemment, c'est cette question des langues dans l'environnement qui est le nôtre actuellement. C'est-à-dire que pour l'aménagement ils doivent passer un BULATS ou un TOEIC. Il semblerait que ce côté-là fasse qu'on ait des enfants dyslexiques qui... le TOEIC n'existe pas en version dyslexique. Non. Voilà. Et apparemment, ils n'ont pas leur diplôme d'ingénieur, quoi. Moi, j'ai eu un ou deux candidats comme ça qui me disaient qu'il avait fait tous les recours et qu'il n'y avait pas possibilité. Il y a des actions, à votre avis, qui vont être faites, ou c'est pris en globalité? Alors justement, le TOEIC et son adaptation relèvent depuis maintenant le début janvier de l'European Accessibility Act. D'accord. Ça fait partie de ces examens qui vont devoir, au forceps, s'adapter à être accessibles. Ok, merci beaucoup, merci à tous. Merci d'être présents ce soir. Et merci. Un grand merci. Okay, merci. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée à tous.